Alors, mes champs de recherche se sont développés au croisement entre la sociologie et l'histoire des sciences, et l'histoire des sciences du travail, justement, et se portent principalement sur le développement entre la fin du 19e et le début du 20e siècle d'une tentative de fondation d'une science, d'une véritable science du travail humain qu'on n'hésitait pas à appeler à l'époque une ergologie, une véritable ergologie. Et l'intérêt que j'ai porté à ce sujet, la raison pour laquelle je me suis tourné vers ce sujet, était principalement une raison épistémologique. Effectivement, dans mes travaux de sociologie du travail, puisque je me suis occupé de sociologie du travail, et avant cela de philosophie du travail principalement, mon inquiétude principale était de quelle manière le travail peut être un objet scientifique. Est-ce que le travail est un objet scientifique? Et de quelle manière pouvoir le traiter comme un objet scientifique? Et la chose qui m'intéressait, c'était effectivement qu'à ce moment, à la fin du 19e siècle, on a voulu fonder véritablement une science du travail et du coup construire le travail comme un objet scientifique véritable, cernable avec des mesures, déterminable avec des procédés expérimentaux. Pour cette raison, il m'a semblé intéressant, il m'a semblé même, je dirais, fondamental pour construire une épistémologie des sciences sociales du travail et des sciences humaines du travail, revenir à la source, à cette origine d'une science du travail à la fin du 19e siècle. Oui, effectivement, dans le cadre justement de cette recherche en histoire des sciences sur cette tentative de fonder une science du travail humain, je me suis confronté à plusieurs sciences humaines. Et c'est là qu'il y a un côté que je définirais en jouant un peu avec les mots, un côté un peu indiscipliné de ma recherche, puisque forcément, cette tentative de fonder une science du travail à la fin du 19e siècle impliquait de s'intéresser à l'histoire des disciplines qui aujourd'hui sont des disciplines éclatées dans différents départements universitaires, dans différentes revues, dans différentes traditions scientifiques, notamment la physiologie, la psychologie, la sociologie et aussi la pédagogie et les sciences de l'éducation. Effectivement, parler du travail signifie parler d'un objet qui est à la fois le travail de soi sur soi, le travail des muscles, le travail du cerveau, l'organisation sociale du travail, mais aussi le travail intellectuel, le travail de la pensée, le travail des écoliers. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que cette science du travail se développe à un moment de l'histoire de la pédagogie, qu'il y a des moments dans lesquels on commence, dans certains pays européens, dans la plupart des pays européens, à développer une scolarisation obligatoire, du coup à construire des écoles avec une population scolarisée qui auparavant n'était pas scolarisée, et cette école, cette nouvelle école d'État, ou en tout cas cette nouvelle école obligatoire, devient un terrain privilégié pour l'étude du travail intellectuel. Effectivement, c'est un endroit dans lequel on peut voir comment le travail des enfants se développe, comment le travail de la pensée se développe, et surtout, il ne faut pas oublier que cette science du travail s'inscrit dans une psychophysiologie expérimentale qui, à cette époque, est en train de devenir une psychophysiologie différentielle, c'est-à-dire une psychophysiologie qui étudie non plus les caractères généraux de tous les individus, mais les caractères qui différencient les individus entre eux. Et du coup, forcément, l'école dans laquelle on note des étudiants, des écoliers, dans laquelle on note des individus, dans laquelle on note des performances intellectuelles. C'est un endroit idéal pour étudier ce travail intellectuel, ce travail de la pensée, qu'il ne faut pas oublier. Le travail de la pensée est justement la frontière de cette science du travail, qui est une science énergétiste du travail. Il ne faut pas oublier non plus ça. C'est une science, c'est-à-dire qui étudie l'âme comme un moteur humain. On utilisera beaucoup de fois cette expression, l'âme c'est un moteur humain, c'est-à-dire c'est un moteur comme la machine à vapeur qui transforme de l'énergie en travail. Très bien, ça s'explique très bien jusqu'au moment où on parle du travail musculaire. Mais lorsqu'on commence à parler du travail intellectuel, la chose devient beaucoup plus complexe. De quelle manière l'énergie se transforme en pensée? On a beaucoup de théories, on pense à une mécanique du cerveau, mais au-delà des différentes théories qui se développent, il est sûr que le développement d'une pédagogie et le développement d'un intérêt accru pour l'éducation à cause des réformes sociales
fournit aux psychophysiologistes un terrain idéal pour étudier ce travail de la pensée, ce travail intellectuel qui était la dernière frontière de la science du travail humain, conçue comme science énergétiste du travail humain. L'un des berceaux les plus importants, c'est une citation du résumé que j'ai envoyé effectivement à la société pour le colloque qui a eu lieu aujourd'hui. Peut-être que je suis allé un peu trop loin, ce qui est l'un des berceaux les plus importants. Je dirais, en ce qui concerne ma recherche, sans aucun doute. Après, sans aucun doute, on pourrait relativiser cette position. J'ai dit, en ce qui concerne ma recherche, sans aucun doute, puisque c'est véritablement l'un des... ce laboratoire de pédologie qui se développe, qui est fondé dans l'école normale de Mons, c'est l'un des endroits où la rencontre entre sciences de l'éducation, pédagogie expérimentale et sciences du travail humain, ergologie, cette ergologie qui essaie de se fonder, est la plus importante. Et la plus importante, c'est l'un des moments où il y a une véritable interaction directe. Et cette interaction directe se fait par le biais de cette chercheuse polonaise, Józefa Jótéko, qui est une physiologiste, une psychophysiologiste, qui travaille à l'Institut Solvay, qui travaille directement avec les outils de la science du travail, notamment l'ergographe, cet outil qui est développé pour mesurer la fatigue humaine, et qui... elle se sert de toute cette connaissance sur le travail humain pour fonder ce qu'elle appelle explicitement une science énergétiste de l'éducation. Du coup, il y a une véritable continuité entre l'étude de l'homme comme moteur humain et l'étude de l'homme comme futur travailleur qu'il faut former à l'école. C'est pour cette raison, je répète, cette expérience est éphémère. Il n'y a très peu de traces, sauf quelques publications de cette Józefa Jótéko. Du coup, il serait probablement un peu abusif de dire que c'est l'un des centres de la pédagogie expérimentale européenne. Mais il y a cette expérience enseigne quelque chose d'important sur cette interaction très importante, elle oui, partout en Europe, entre sciences du travail humain, sciences énergétistes du travail humain et développement d'une pédagogie expérimentale à la fin du 19e siècle, plutôt au début du 20e siècle. Ça, c'est l'enjeu, à mon sens, de comprendre ce phénomène éphémère, je le répète, qui a été la pédologie. Effectivement, si on regarde, et ça a déjà été largement fait par les historiens de la pédagogie, à cette époque, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, se développent beaucoup de laboratoires au sein des écoles primaires. Le cas le plus connu, c'est justement l'école de la rue Lagrange-le-Bel d'Alfred Binet à Paris, mais on en retrouve beaucoup d'autres à partir les laboratoires à Milan de Zaccaria Treves, à partir de différentes autres expériences dans des écoles primaires. Et parallèlement à ça, on développe au sein des universités des laboratoires de psychologie de l'enfance et de pédagogie au sein des universités. On a donc des laboratoires dans les écoles primaires, des laboratoires dans lesquels les psychophysiologistes vont sur le terrain des écoles primaires à étudier les enfants, et des laboratoires de psychologie de l'enfance au sein des universités. La pédologie fait un choix qui, à mon sens, est extrêmement original, c'est-à-dire choisit de fonder un laboratoire non pas dans une école primaire, mais dans une école qui forme les instituteurs, c'est-à-dire dans une école normale. Et c'est là qu'il y a le caractère original de la pédologie que se revendique comme une science qui n'est ni une science spéculative, une science qui aurait sa place dans les universités ou dans les laboratoires scientifiques, ni une science, ni une simple application scientifique, c'est-à-dire une application qui reprendrait après coup les découvertes de la science pour les appliquer à l'éducation. Mais elle se définit comme une science pratique, comme une application scientifique, comme quelque chose qui se retrouve entre les deux, entre l'application après coup et la spéculation pure. Et dans ce sens, l'idée, disons même l'intuition de Józefa Jótéko de fonder le laboratoire de pédologie dans une école normale
caractérise bien la tentative de cette fondation. L'idée, c'est véritablement, non pas exclusivement de se servir des découvertes de la science pour éduquer les enfants, ni de exclusivement étudier les enfants dans des laboratoires, mais de former les enseignants à devenir des psychologues. Qu'est-ce qu'on demandait aux enseignants? On demandait aux enseignants de repérer les aptitudes. Du coup, il fallait fournir aux enseignants des éléments de psychologie expérimentale qu'ils auraient dû eux-mêmes appliquer dans leur classe d'école pour pouvoir, à ce moment-là, de localiser les aptitudes, mais en même temps aussi permettre à ces aptitudes de s'épanouir, puisqu'ils restaient des pédagogues. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'avec l'idée de fonder le laboratoire au sein d'une école normale, Joseph Ayotte cofonde une science qui est à la fois une science spéculative, sans être complètement une science spéculative, mais c'est plutôt enseigner aux enseignants à devenir des psychologues, mais en même temps, c'est aussi une science appliquée, puisque ces enseignants devront se servir de ces découvertes pour enseigner, pour permettre un enseignement différencié selon les aptitudes, c'est-à-dire enseigner à l'enfant qu'on découvre qui est une aptitude pour le dessin, se concentrer plus sur l'enseignement du dessin, l'enfant qui aura une aptitude plutôt pour le travail manuel, se concentrer sur l'enseignement du travail manuel. Du coup, c'est en cela que je crois il y a une véritable originalité de cette pédologie, de cette tentative pédologique, puisque c'est, à ma connaissance, l'une des rares tentatives de fonder un laboratoire scientifique au sein d'une école normale. C'est servi de l'école normale comme un terrain d'expérimentation scientifique. Oui, c'est toute la question. C'est véritablement toute la question. Comment on peut se la poser encore aujourd'hui? Comment tous ces savants ont pu rentrer dans cette obsession métrologique, puisqu'il s'agissait d'une véritable obsession. Alors, je crois que l'origine de tout cet développement d'une pensée métrologique de l'activité humaine jusqu'à arriver à l'activité psychologique sont les outils de ce qu'on appelle la méthode graphique en physiologie. La méthode graphique, c'était tous les instruments qui se développent à la suite du kymographe, qui était un instrument développé par Ludwig, par le physiologiste Ludwig à Leipzig, qui mesurait les mouvements du cœur, c'est-à-dire c'était un simple instrument que mesurait les contractions du cœur, et du coup on pouvait mesurer l'extension et le rythme du cœur en traçant ce mouvement sur un papier fumé. En fait, il y avait un récepteur qu'on mettait soit sur le pouce, soit directement sur la poitrine, et soit directement sur le cœur détaché d'un animal, qu'en le stimulant, ce récepteur envoyait une impulsion à un stylet, et ce stylet traçait des lignes, traçait des courbes, de véritables courbes, sur le papier fumé, sur un papier fumé, et du coup, à la fin, on se retrouvait avec ce que Ludwig appellera les premiers mots du cœur. On avait la sensation qu'on pouvait faire parler les organes, on pouvait faire parler l'organisme. On pouvait vraiment, grâce à la méthode graphique, arriver à comprendre les plus petits mouvements de l'organisme humain. Cela s'inscrivait dans cette tradition, dans cette épistémologie énergétiste. C'est-à-dire, de la même manière dans laquelle on peut mesurer le travail d'un bras qui déplace, le travail d'un doigt qui déplace un poids, qui déplace un objet, on peut mesurer le travail en mesurant le déplacement par le poids. De la même manière, on pourrait étudier le travail du cœur en mesurant ces petits mouvements qu'on arrive à tracer grâce à la méthode graphique. Voilà, à travers la méthode graphique, on introduit cette idée de mesure de l'activité humaine. De quelle manière on arrive à la mesure de l'activité psychologique? Parce que la mesure de l'activité du corps, la mesure du travail du cœur, c'est quelque chose, c'est un travail mécanique, mais de quelle manière on arrive à la mesure du travail intellectuel? Eh bien, c'est principalement grâce à un instrument qui est toujours un instrument qui s'inscrit dans cette tradition de la méthode graphique, qui s'appelle l'ergographe, qui est inventé en Italie par un physiologiste qui s'appelle Angelo Mosso en 1891. Cet instrument, c'est un instrument très bête, vous voyez, ergographe, explicitement, mesure, tracé du travail. C'est un instrument extrêmement bête, avec lequel on mettait un sujet à soulever avec un doigt,
avec un doigt, avec le doigt positionné dans une certaine position, on demandait au sujet de soulever un poids avec son doigt jusqu'à l'épuisement, jusqu'au moment où le doigt ne pouvait plus faire aucun soulèvement. Eh bien, cela forcément tracé, toujours avec ce système de traçage, avec le stylet qui traçait sur un papier fumé, cela traçait ce que Angelo Manso commence à appeler la courbe de la fatigue. Parce qu'il y a un moment où on commence à soulever, petit à petit, les soulèvements deviennent de plus en plus bas, de moins en moins importants, jusqu'à un moment où on arrive à un soulèvement égal à 0, du coup, un soulèvement dans lequel le muscle, selon la théorie d'Angelo Manso, le muscle est complètement épuisé. Mais ça s'ajoute à un problème, c'est que le muscle est stimulé volontairement. Du coup, il y a aussi, selon Angelo Manso, une fatigue de la volonté. Puisque Angelo Manso, il s'arrange pour faire des expériences à la fois avec des soulèvements par stimulation volontaire et avec des soulèvements par stimulation électrique, c'est-à-dire en stimulant directement le nerf avec un électrode. Et il se rend compte qu'après avoir épuisé le muscle avec stimulation volontaire, on pouvait encore le faire travailler avec stimulation électronique, avec stimulation avec l'électrode artificielle. Et à l'inverse, une fois qu'on a épuisé le muscle avec stimulation électrode, on peut encore le faire travailler avec stimulation volontaire. Qu'est-ce qu'il en déduit? Il en déduit qu'il y a de l'énergie dans la volonté. Parce qu'une fois que le muscle est épuisé musculairement, peut encore faire du travail grâce à l'effort de la volonté. Et c'est là qu'il arrive à la conclusion, il y a une seule énergie dans le cœur qui domine le travail intellectuel, qui dirige le travail intellectuel comme le travail musculaire. À partir de cette courbe, il y aura l'image, à partir de cette courbe de l'ergographe, cette courbe de la fatigue, Józefa Jurtéko, on la rencontre à nouveau, cette physiologiste polonaise qui travaille à l'Institut Solvay en Belgique, pense qu'on peut décomposer la courbe pour arriver à déterminer les facteurs qui déterminent la descente de la courbe. On a une courbe, on peut faire l'équation de cette courbe. Et il y a des facteurs qui déterminent la descente de cette courbe. Des facteurs seront des facteurs liés à l'empoisonnement musculaire, c'est-à-dire à l'acide lactique qui se développe dans les muscles. D'autres facteurs sont donnés, un autre facteur est donné par l'épuisement des ressources énergétiques, c'est-à-dire on consomme de l'énergie, on consomme des ressources énergétiques, du coup on travaille de moins en moins bien. Mais il y a un dernier facteur qui est l'effort volontaire. Et grâce à cette courbe, on pouvait, selon Józefa Jurtéko, définir l'équation du travail humain, à la fois du travail musculaire comme du travail intellectuel. Ça, c'est la base, disons, du développement de cette obsession métrologique pour la mesure du travail humain, y compris le travail intellectuel. Et il ne faut pas oublier que Ernest Solvay développera, à partir de cette première équation, une équation non seulement du travail intellectuel, mais de l'utilité sociale énergétique du travail. Avec une équation qui n'a aucun fondement, si on la regarde de près. C'est une équation exclusivement mathématique avec laquelle il propose un facteur d'utilité sociale qui serait déterminé par cette équation. Mais la chose qui nous intéresse, c'est qu'à partir de cette idée énergétiste du moteur humain, du corps comme un moteur humain, on passe sans transition, sans aucune transition. On balaye complètement tous les débats sur l'origine de la pensée, l'origine transcendantale de la pensée. On reste dans une perspective énergétiste et à travers cette conception du stimulus volontaire, de la stimulation volontaire, on arrive à parler du travail du cerveau. Or, ça c'est la tradition énergétiste. Et j'en termine rapidement. Après, il y a, d'un autre côté, aux États-Unis, Cattell qui développe ce qu'on commencera à appeler les mental tests, qui sont rien d'autre que des tests du temps de réaction. C'est-à-dire, on donne une stimulation à un sujet et on regarde en combien de temps le sujet répond à cette stimulation. Avec cela, on construit ce qu'on appellera en psychologie l'équation personnelle, l'équation individuelle de chaque individu, puisque, effectivement, avec ces temps de réaction, on peut voir quelles sont ses aptitudes. Il y aura des individus qui seront plus ou moins réactifs, il y aura des individus qui seront moins réactifs au début
mais qui auront plus de résistance sur le temps. Et du coup, évidemment, ces individus, ceux qui sont réactifs immédiatement, mais se fatiguent très rapidement, seront destinés à des emplois différents par rapport à ceux qui sont moins réactifs au début mais ont beaucoup plus de résistance dans le temps. Bref, grâce à la connexion entre ces deux traditions, entre l'énergétisme et les mental tests, les temps de réaction, on développe effectivement toute une métrologie qui servira de base à la psychotechnique dans les années 20 et à l'étude expérimentale des aptitudes.